Dans le cadre de son déplacement au Mali, l'équipe RP Média a rencontré le directeur général adjoint du centre hospitalier Gabriel Touré, le docteur Moussa Sanogo. De répondre aux questions de RP Média Remède Pacifique. Alors vous êtes le directeur général adjoint de l'hôpital de Gabriel Touré. Pouvez-vous m'en dire plus sur vous? Merci madame. Je me nomme Moussa Sanogo. Je suis spécialiste en gestion hospitalière et puis j'ai fait un doctorat en santé publique. Et avant j'avais fait un doctorat aussi en pharmacie. Et donc je suis le directeur général adjoint de l'hôpital Gabriel Touré du Nord. D'accord. Je sais aussi que vous êtes médecin. Vous avez une spécialité ou c'est juste vous êtes généraliste? En fait, je suis spécialisé. Je suis spécialisé dans la gestion hospitalière dans un premier temps. Je suis spécialisé aussi en santé publique. Donc tout ce qui est de la prévention de la maladie, tout ce qui est de l'épidémiologie, tout ce qui est de la biostatistique, tout ce qui est de l'organisation des soins, de la gestion des soins. Je suis spécialisé sur ces questions. Quel est votre rôle et vos actions quotidiennes? En fait, je suis le directeur général adjoint. Mon rôle, c'est essentiellement assurer la coordination des activités techniques, donc m'assurer que les services de spécialité qui sont au sein de l'hôpital fonctionnent bien, m'assurer que les professionnels de santé ont à disposition les ressources dont ils ont besoin pour réaliser l'activité des soins, m'assurer que l'organisation de l'hôpital se passe bien et m'assurer que les patients sont pris dans les meilleures conditions possibles, prendre en compte leurs préoccupations, leurs plaintes, améliorer la qualité du service et aller aussi mobiliser des ressources pour que l'hôpital puisse fonctionner à souhait et l'hôpital puisse réaliser effectivement sa mission de soins, sa mission de formation et sa mission de recherche. D'accord. Alors, quelle est la vocation de votre hôpital? En fait, l'hôpital Gabriel Touré est un hôpital, dans la terminologie juridique au Mali, c'est un hôpital à vocation générale. Ça veut dire que c'est un hôpital au sein duquel vous aviez plusieurs spécialités. Donc ce n'est pas un hôpital spécialisé uniquement sur une activité, comme on le voit ailleurs, des hôpitaux ophtalmologiques, des hôpitaux d'odontostomatologie. L'hôpital Gabriel Touré fait plusieurs spécialités. C'est un hôpital de multispécialité. Vous pouvez nous en citer quelques-unes? Alors l'hôpital Gabriel Touré a 7 départements médico-techniques et 27 services de spécialité. Donc nous faisions de la gynéco-obstétrique, nous faisons de la pédiatrie, nous faisons de la chirurgie pédiatrique, nous faisons de la chirurgie générale, nous faisons l'anesthésie-réanimation, on fait de l'ORL, on fait la prise en charge des urgences, on fait de la neurologie, on fait de la neurochirurgie. Donc c'est un hôpital qui fait plusieurs spécialités médicales. Mais nous avions aussi nos particularités. Gabriel Touré, c'est essentiellement l'hôpital qui fait la pédiatrie au Mali. Donc nous avions le plus grand département de pédiatrie. Donc cela fait une particularité pour Gabriel Touré. Nous sommes l'hôpital qui fait aussi de la chirurgie pédiatrique. C'est une particularité pour Gabriel Touré. Nous sommes l'hôpital qui a le plus grand service d'accueil des urgences au niveau national au Mali. Cela est une particularité, c'est une force aussi pour l'hôpital Gabriel Touré. Et nous faisons de la neurochirurgie avec l'hôpital du Mali. Et nous faisons aussi de la dermatologie, donc à une échelle moindre. Donc c'est un hôpital qui a ses spécificités, mais aussi qui intervient dans l'offre de soins nationale, donc offre des services que les autres établissements hospitaliers offrent actuellement en République du Mali. D'accord. En termes de chiffres, au niveau des salariés et des patients, vous pouvez m'en donner? Alors, au niveau du personnel qui travaille à l'hôpital Gabriel Touré, nous avons 642 agents. Donc sur les 642 agents, vous aviez à peu près 181 qui sont des contractuels. Donc le reste, ce sont des fonctionnaires. Alors ce personnel, c'est un personnel qui est pluridisciplinaire. Vous aviez des médecins, vous aviez des pharmaciens, vous aviez des infirmiers, vous aviez des assistants médicaux et vous aviez le personnel de support technique. Donc c'est l'ensemble de ce personnel qui fait 642 agents. C'est un effectif important. Alors en termes de volume d'activité, nous faisons environ par an 137 000 consultations. Et en hospitalisation, on fait environ 21 000 hospitalisations par an.
Et donc c'est un hôpital qui fait beaucoup d'activités. Je l'ai dit tantôt, on a le plus grand service d'accueil des urgences du pays. Donc nous recevons rien qu'au niveau des urgences, en temps normal, 70 à 80 patients par jour. Et dans les cas des afflux massifs, c'est-à-dire quand il y a des accidents de la circulation ou des sinistres domestiques qui se passent, on peut aller jusqu'à 100-150 patients par jour. Donc c'est l'hôpital qui fait le plus de volume d'activité au niveau national. Et comment vous gérez cette influence? Alors cette influence est forte. Nous sommes un établissement public tel que conféré par la loi qui organise le fonctionnement de l'hôpital au Mali, la loi 02050 qui est la loi hospitalière. Donc on a mission de service public. Et cette loi dispose que toute personne qui se présente à l'établissement hospitalier, nous devons être capables de lui apporter le soutien nécessaire pour qu'il puisse recouvrer sa santé. C'est vrai qu'on a des problèmes, on a des difficultés pour pouvoir réaliser pleinement cette mission au regard de l'afflux que nous avions au niveau de l'hôpital, mais nous nous organisons, nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes pour apporter des réponses aux demandes pressantes des populations qui sont des demandes légitimes et des demandes justifiées. Parce qu'on est un pays où l'offre de soins n'est pas toujours suffisante et il faudra faire des efforts supplémentaires pour que ceux qui en ont besoin puissent accéder aux meilleurs soins et dans les meilleurs délais. Justement, vous parlez de besoins. Est-ce que vous avez des besoins spécifiques, vous, l'hôpital Gabriel Touré? Alors, l'hôpital Gabriel Touré a des besoins multiformes. Vous aviez des besoins multiformes. Le premier besoin, c'est par rapport aux ressources humaines. On a besoin de ressources humaines en qualité et en quantité. Alors, je vais vous donner un petit ratio au niveau du service d'accueil des urgences. Quand on créait ce service-là, il y avait 54 infirmiers et à peu près une vingtaine de médecins. Donc cela s'est passé il y a quelques années. Et le volume d'activité a considérablement augmenté en temps. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a que 3 médecins et 19 infirmiers au niveau du service d'accueil des urgences. Alors que la charge du travail a considérablement augmenté avec les années. Donc on a ces problèmes d'effectifs au niveau du service d'accueil des urgences. Vous aviez un problème d'effectifs aussi par rapport aux spécialistes. On a pas mal de spécialités aussi où vous n'aviez qu'un ou 2 spécialistes dans le domaine. Donc cela a besoin d'être renforcé. On a besoin des gens plus qualifiés. Mais on a besoin aussi des gens plus engagés. Donc ça veut dire un personnel de qualité, un personnel formé, un personnel accueillant, un personnel engagé, un personnel qui fait son travail avec beaucoup de professionnalisme. Cela est important, cela est une demande pressante de notre population qui a droit à des soins tels que prévus par notre Constitution et des soins de qualité. Alors un des problèmes au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, c'est aussi des problèmes liés à la logistique, des problèmes liés à la disponibilité des équipements médicaux nécessaires à l'activité de soins. On a des déficits à ce niveau, notamment au niveau de la chirurgie, au niveau de l'ORL, au niveau de la traumatologie, au niveau de l'imagerie médicale aussi, donc les équipements de radiologie, d'échographie, et au niveau aussi du service de réanimation. Donc il y a un besoin d'équipement, en ressources matérielles qui se pose aussi avec une grande acuité. Nous avions un problème lié à l'accueil. Donc c'est que, je l'avais dit dans mon exposé précédent, qu'on ait des professionnels, qu'on ait tout un personnel qui puisse accueillir les personnes quand ils viennent ici pour solliciter des services. L'hôpital n'est pas un lieu où les gens viennent à quel jour. On vient parce qu'on a des problèmes, on vient parce qu'on a été affecté dans son intégrité physique. Et donc nous devrons avoir un personnel suffisamment patient, accueillant, professionnel, à même de les orienter vers le bon médecin, le bon infirmier qui va donner tout son temps pour s'occuper autant que peu de ce patient. On a une obligation d'objectif et obligation de moyens. Ça veut dire qu'en tant que professionnel de santé, nous devons utiliser tous les moyens possibles pour venir en aide à la personne qui sollicite des soins, à l'impossible inutile. Alors nous avions aussi des problèmes de ressources financières. C'est un établissement qui a beaucoup de charges financières. Vous avez vu l'effectif, 642 agents. Et donc avec toute cette sollicitation, 137 000 consultations, 20 000 hospitalisations, un hôpital de 441 lits. Si vous voulez, c'est un édifice
qui engage beaucoup de ressources pour son fonctionnement. Et donc, il faut que les ressources qui sont nécessaires à ce fonctionnement en termes de prise en charge des salaires, en termes d'achat des équipements, en termes de nettoyage et d'entretien de l'hôpital, en termes de mise à disposition du petit matériel, que ces ressources soient là suffisamment pour que l'hôpital puisse fonctionner normalement. On a des problèmes aussi de gestion. Il faut que nous, au niveau de l'administration, qu'on puisse assainir la gestion, qu'on puisse être transparent dans la gestion. Que le peu de ressources qui sont générées, qui sont mises à notre disposition, puissent être utilisées de façon efficiente. Qui puissent être utilisées pour la cause qui a, en tout cas, justifié la mise à disposition de ces ressources au niveau de l'établissement. Donc, un engagement des premiers décideurs de l'établissement a donné le meilleur exemple, une réédition des comptes, partager les résultats de l'activité hospitalière avec l'ensemble des professionnels de santé, avec la population parce que ça les concerne, mais aussi veiller à garantir la qualité des soins, à faire en sorte qu'on puisse minimiser les risques en milieu de soins, parce que l'hôpital est un milieu potentiellement dangereux, donc il faut que les mesures de sécurité soient là, pour que les soins se passent dans les meilleures conditions possibles. Alors, est-ce qu'il y a des pathologies que vous rencontrez plus que d'autres, les plus fréquentes? Alors, en fait, c'était un hôpital, je l'avais dit, de multispécialité. Ça veut dire que c'était un hôpital qui reçoit les gens qui souffrent de plusieurs types de pathologies. Je l'ai dit, que ce soit les maladies gastro-intestinales, que ce soit les maladies qui relèvent des spécialités chirurgicales, des maladies des enfants qui relèvent de la pédiatrie, des maladies en gynéco. Nous recevons des malades qui souffrent de plusieurs maux. Et spécifiquement dans les cas de Gabriel Touré, nous avions des taux de consultation qui sont le plus élevés en pédiatrie, donc pour ce qui concerne les soins des enfants, et les taux d'hospitalisation sont pareils aussi. Et nous avions des taux de consultation très élevés au niveau du service d'accueil des urgences. Ça veut dire qu'on reçoit beaucoup d'accidentés, beaucoup de blessés qui viennent au niveau de votre hôpital. Donc, vous aviez plusieurs pathologies, mais vous aviez des pathologies qui sont réparties entre les différentes spécialités. Mais par rapport au niveau des consultations, des hospitalisations, les taux les plus élevés se retrouvent au niveau de la pédiatrie pour les soins des enfants. Et par rapport à l'hospitalisation, c'est la pédiatrie et les spécialités chirurgicales. Est-ce qu'il y a une pathologie qui exonérerait les frais médicaux pour moins de risques, pour diminuer les risques? Alors, en fait, il y a plusieurs mesures politiques qui sont prises au Mali par rapport à la facilitation de l'accessibilité aux soins. Vous aviez par exemple la césarienne qui bénéficie d'une gratuité depuis un certain nombre d'années. Vous aviez le VIH-Sida aussi qui bénéficie d'un accompagnement. Vous aviez un grand service de gastro-entérologie qui reçoit beaucoup de malades qui relèvent de cette spécialité. Donc il y a une gratuité par rapport aux médicaments, une gratuité aussi par rapport à certains médicaments susceptibles de traiter les maladies opportunistes liées à l'infection au VIH. Donc vous aviez aussi de plus en plus un appui qui est accordé par le ministère du Développement social. C'était un appui modeste, mais qui contribue aussi à prendre en charge les personnes diminuées que nous recevons. On ne peut pas les prendre tous en charge parce que l'appui n'est pas conséquent à la taille des personnes que nous recevons qui sollicitent des services et qui n'ont pas les moyens nécessaires. D'accord. Vous savez, comme tout le monde, que le virus de l'Ebola est aux portes du Mali. Quelles sont les mesures que l'hôpital Gabriel Touré a pris? Alors, je viens de la réunion de direction tout de suite. On a eu une communication verbale du directeur médical de l'hôpital qui a participé à une réunion il y a 2 jours par rapport à la réponse à formuler face au virus de l'Ebola. Alors, il y a toute une stratégie nationale qui est réfléchie au niveau du ministère de la Santé, donc qui est notre ministère de tutelle. Et donc, c'est une stratégie qui demande l'implication de tous les professionnels de santé, de toutes les institutions de santé, et des hôpitaux comme Gabriel Touré, pour que la riposte puisse être une réponse proportionnée par rapport à la menace d'Ebola que nous vivons. En ce moment, nous sommes en train de nous organiser pour avoir les ressources matérielles nécessaires, donc la logistique, notamment
les mesures de moyens de protection individuelle collective, mais aussi disposer des centres de traitement spéciaux aménagés pour la cause. Par rapport à l'Ebola, nous avions un centre au Mali qui s'appelle le centre d'appui à la maladie, qui est basé à Kikonipara. Ce centre-là, par rapport à la première menace qu'il y a eu, ils ont eu à s'organiser, mais aussi à permettre le prélèvement et l'acheminement des échantillons pour faire les contrôles de qualité au niveau des laboratoires aux États-Unis. Donc, au niveau national, je crois que la menace est prise au sérieux. Il y a déjà des réunions qui ont été menées. Et je pense que ces réunions vont être suivies d'un accompagnement technique, financier des partenaires, afin que nous puissions avoir les moyens de notre action pour faire face à cette épidémie qui est une menace réelle aujourd'hui, qui nous concerne et qui doit être prise au sérieux pour que chacun puisse s'organiser, afin qu'on puisse résister à cette maladie et nous protéger d'un éventuel envahissement, en tout cas d'une présence de la maladie au niveau national. D'accord. Alors, comment vous expliquez que les politiques et autres célébrités maliennes partent se soigner plutôt à l'étranger qu'au Mali? Comment vous expliquez ça? Alors, je viens tantôt de vous dépeindre la situation de l'hôpital Gabriel Touré. Alors, il faut qu'on le dise, nos hôpitaux ne fonctionnent pas très bien. Nos hôpitaux ont des difficultés de fonctionnement, que ce soit par rapport à la qualité de l'accueil, par rapport à la qualité de l'offre de soins que nous prodiguons, par rapport même à la sécurité des soins. Donc, quelque part, au regard de tous ces aspects, qui n'encouragent pas toujours, je crois que certains sont appelés quand ils ont des moyens de voir ailleurs. Mais le problème est plus profond. Je crois que le problème se situe même à un changement de vision, un changement même de paradigme par rapport à la conception du développement des établissements de soins chez nous. Il va falloir que les politiques réfléchissent le développement endogène de nos établissements hospitaliers. Autant mettre des moyens, autant mettre des personnes qualifiées qui puissent animer la vie de ces organisations. Donc il faut qu'il y ait une professionnalisation dans le management, mais il faut qu'on puisse retrouver aussi des professionnels qualifiés, engagés et qui disposent des moyens pour exercer pleinement leur art. Je crois que les établissements hospitaliers, les établissements de soins de façon générale ont besoin de cela, pour qu'on puisse donner une assurance que ceux qui vont ailleurs, ils ont plutôt intérêt à se soigner ici. Parfois, c'est surprenant, mais nous avions des professionnels de santé qui ont été formés sur d'autres cieux. Là où on demande des évacuations sanitaires, ils ont parfois été formés au niveau de ces pays. Mais une fois de retour au pays, ils ne sont pas suffisamment valorisés. Ils n'ont pas suffisamment de moyens à leur disposition pour pouvoir exercer pleinement leur art. Mais aussi, alors le système étant un système assez coureux, qui parfois manque de rigueur, laisse la latitude aux professionnels de santé d'exercer son art, à ne pas tenir compte de la rigueur, à ne pas tenir compte parfois du professionnalisme quand il produit des soins à nos populations. Donc je crois que ça prend une prise de conscience au niveau des décideurs politiques, au niveau de ceux qui ont en charge la gestion de ces établissements hospitaliers, au niveau des professionnels de santé, qu'on mette le maximum de ressources au niveau national et qu'on veille à la qualité des ressources humaines qui devront gérer ces ressources mises à disposition au niveau national et que ces ressources soient utilisées réellement pour le développement, rien que pour le développement, pour apporter des soins les meilleurs pour les populations qui en ont besoin. Très peu de personnes peuvent se payer le luxe d'aller se faire soigner ailleurs. La majorité reste au niveau national. Donc autant investir sur le système de santé national, autant investir sur la qualité des ressources humaines, autant investir sur les gestionnaires qualifiés qui sont capables d'utiliser efficacement ces ressources et d'améliorer la qualité des soins qui est souhaitée. Quand vous prenez des pays qui nous entourent comme le Burkina, il y a de plus en plus de Maliens qui vont aller se faire soigner au Burkina. Il y a certains qui vont aller se soigner au Sénégal. Voilà. Donc, ce n'est pas des pays qui sont nécessairement plus riches que le Mali. Mais je crois que ça témoigne parfois de la rigueur, de la bonne organisation et de l'implication de l'ensemble des décideurs au niveau où ils se trouvent pour que la question de la santé, qui est une question essentielle prévue par la Constitution, soit une réalité dans le quotidien de tous les citoyens. Ça nous concerne les établissements hospitaliers dans nos pays.
Parfois, avant d'être évacué ailleurs, on a besoin d'être stabilisé dans nos établissements de soins nationaux. Donc, autant apporter le nécessaire pour augmenter le niveau et la qualité des soins qui sont prodigués au niveau de ces établissements. Je crois que c'est de l'intérêt de tout le monde. Tout à fait. Alors, pour conclure, que peut-on vous souhaiter en tant que directeur général adjoint de l'hôpital de Gabriel-Touré? Alors, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que le cri de cœur que j'ai fait puisse être entendu. Je crois qu'il est plus que jamais, surtout que le Mali est dans une perspective du changement, de réforme multiforme, réforme administrative, réforme institutionnelle, réforme du système de santé. Qu'on puisse comprendre que les systèmes de santé ne fonctionnent pas bien. Qu'on puisse l'admettre, comprendre qu'il y a des problèmes qui existent, mais ces problèmes ne sont pas au-dessus de nos capacités. Il suffit de s'y atteler, de trouver les moyens et de les traiter de façon objective et de mettre de l'avant la satisfaction des besoins de ceux qui viennent solliciter les services, particulièrement au niveau de la santé. La santé n'a pas de prix. Donc c'est un secteur sacré, surtout dans un contexte de pays pauvres comme le Mali. Il faut faire des efforts pour garantir une accessibilité au maximum de personnes qui puissent accéder à des soins, qui puissent se faire soigner. Parce que la première force productive d'un pays, c'est la composante humaine. Quand une population n'est pas en bonne santé, l'économie ne tourne pas, la sécurité n'y est pas. Je crois que le secteur de la santé a besoin qu'on puisse injecter encore suffisamment de ressources et qu'on puisse choisir les personnes les mieux indiquées pour l'utilisation, la gestion de ces ressources-là, et qu'on puisse trouver des acteurs qui sont prêts à s'engager, à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que la santé soit une réalité et que le maximum de personnes puissent avoir une bonne santé, que le pays puisse prospérer. Merci M. Sanogo d'avoir répondu aux questions de RP Média. Merci bien, madame.